Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Nous vous avions promis de débriefer la conférence de presse indienne et les claims, donc le débriefing fourni par les généraux indiens. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo, contrairement à la vidéo pakistanaise où la prise de parole est très maîtrisée et ne dure que 6 minutes. Nous n'allons pas suivre toute la conférence de presse, je vous fais un résumé avec quelques petits extraits. C'est que les Indiens, comme on dit, ont ramené des reçus, ont ramené des preuves comme quoi ils avaient réussi à frapper de nombreux endroits au Pakistan, mais d'un autre côté, ils vont également essayer, un petit peu comme ont fait les Pakistanais, de nous vendre par moments certaines saucisses. N'ayons pas peur des mots. Donc vous allez voir, il y a de nombreuses preuves, il y a certaines affirmations non prouvées par les images, mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a moins d'aisance dans la maîtrise de la communication militaire et que même si la mission semble avoir été réalisée du côté indien, l'opération marketing, si on peut dire, semble plutôt réussie du côté sino-pakistanais. Allez, on attaque tout ça. La zone, vous la connaissez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ancien pilote de chasse de l'aéronaval français. Je suis franco-canadien par ma mère. J'ai eu la chance de servir la France au combat, c'était en Irak, guerre asymétrique qui n'a absolument rien à voir avec le combat qu'on a pu voir entre les Indiens et les Pakistanais. J'ai commencé ma carrière sur Super Étendard, ce qui me permet de vous dire à quel point la guerre aérienne moderne est affaire de spécialistes. Quand j'étais instructeur sur Super Étendard, je ne maîtrisais pas toutes les subtilités du combat aérien longue portée. C'est vraiment quelque chose qui est affaire de spécialistes, qu'on essaye de démocratiser au maximum sur cette chaîne, mais faites-moi confiance là-dessus. Il est extrêmement compliqué de bien comprendre et d'exceller dans la guerre longue portée. Ça demande beaucoup d'années de pratique et ça demande une forte culture au niveau des équipages. On en arrive au niveau de la zone. Comme vous le savez, on a le Cachemire qui est ici, Pakistan, Inde. On avait parlé de ces différents points dans les dernières vidéos, je ne vais pas revenir dessus. Présence d'un siège éjectable, présence d'un débris de M88, donc probablement un Rafale détruit ici, les grandes bases de JF-17, bases de J-10, les frappes qui ont eu lieu dans la nuit du 7 au 8 contre les sites terroristes, et on en sait un petit peu plus sur le but de guerre, comme on dit, indien. Leur objectif était de venir frapper des sites, des camps d'entraînement utilisés par les terroristes suite à l'attaque qu'il y avait eu, l'attaque terroriste au Cachemire. Ce que l'on va voir, c'est qu'il y a 4 grandes phases exprimées par les Indiens. Première phase qui est cette phase d'attaque en territoire pakistanais, car les Pakistanais ne faisaient rien face à ces terroristes. Deuxième phase qui a été une incursion en territoire indien de la part des Pakistanais et de leurs drones qui a leur amené vers la troisième phase qui a été tir préventif au niveau des sites radars. Et là, on va se rendre compte bien que les images ne prouvent pas vraiment que les sites ont été tapés. Et ensuite, derrière, quatrième phase, puisque la désescalade n'a pas eu lieu, avec ce coup-ci, des frappes un petit peu partout, sur de nombreuses bases militaires, mais très limitées en intensité, néanmoins très précises, pour montrer aux Pakistanais que les Indiens pouvaient leur faire du mal s'ils le souhaitaient. Donc cette image que l'on doit à Detresfa est très très bien. Vous voyez qu'on a en blanc tous les sites terroristes qui ont été touchés, et en jaune derrière, dans la quatrième phase, les sites militaires. Alors on va regarder un petit peu toutes les preuves. Mais juste avant, je vais vous rappeler un petit peu le matériel utilisé. Le Rafale peut utiliser du scalp. On sait que du scalp a été utilisé. Un scalp d'ailleurs qui n'a pas atteint son objectif est sorti sur les réseaux sociaux. Un Rafale peut partir en biscalp. Donc ça vous amène 2 missiles de croisière qui peuvent être livrés à basse altitude. Vous n'êtes pas obligé de monter à haute altitude pour tirer le scalp. Donc ça vous permet normalement de rester au-delà du volume d'engagement de l'adversaire. Le scalp vous permet donc de tirer tout en restant bien au-delà de la portée d'engagement, même d'un PL15, depuis la basse altitude, pas besoin de monter en haute altitude pour tirer du scalp. Ensuite, on a
la SBU. Donc la SBU, c'est l'A2SM. On retrouve en source ouverte ce genre de diagrammes qui suffisent pour démocratiser le concept. Vous allez vers la cible, vous tirez, vous faites demi-tour. Votre bombe allume un booster, va monter, va chercher la verticale et après va faire une impact vertical. Vous verrez, les Indiens ont des preuves d'impact vertical de 4 SBU sur un camp terroriste. Au niveau de notre A2SM, en fait, vous prenez un corps de bombe, 125, 250, 500 kg, 1 tonne, vous mettez à l'avant un type de guidage qui peut être inertiel, c'est-à-dire qui fait tout seul, GPS, inertiel, GPS et infrarouge, ou inertiel, GPS laser si quelqu'un guide votre bombe. Il y a de grandes chances que là c'était de l'inertiel GPS. Si le GPS est bon, il suit le GPS. Si le GPS n'est pas bon, il passe en inertiel et c'est extrêmement précis. J'en ai tiré beaucoup au combat, c'est un excellent armement. À l'arrière, vous avez le KAP, le kit d'augmentation de la portée et ses petites ailes pour piloter votre bombe qui vient chercher la verticale et après qui va s'assurer de rester dans son domaine de vol, de ne pas trop accélérer pour ne pas perdre en précision. Point important, quand c'est sous le Rafale, vous avez besoin de ce système qui porte l'armement. Et si vous suivez cette chaîne, vous savez que oui, le Rafale est marketé comme un avion discret et moi depuis le début je vous dis attention à ne pas tomber dans le piège du marketing. Quand vous partez pour une mission air-sol avec ça sous les ailes, une fois que vous avez tiré vos bombes, vous avez toujours ça, on appelle ça les frigos, sous les ailes. À partir de là, à votre avis, quel impact sur votre surface équivalente radar et quel impact sur vos capacités d'accélération? Il est énorme. Donc oui, le Rafale est un excellent avion omni-rôle, il peut tout faire, mais avant de partir en vol, vous devez décider dans quelle configuration il va devoir exceller. Je m'explique. Est-ce que vous souhaitez faire un déménagement avec votre Rafale? Donc imaginez que le Rafale est un gros SUV. Est-ce que vous voulez faire le déménagement? Si vous faites le déménagement, vous mettez du pétrole dans l'avion, vous remplissez votre voiture avec une multitude de choses. Maintenant, elle est lourde, elle va pas très vite. Et vous n'allez pas faire des grosses perfos sur circuit. Vous arrivez sur le circuit, vous essayez de faire un chrono, il ne sera pas nul, mais il ne sera pas optimum. Si en face, on a un autre SUV qui lui est en mode circuit, avec les pneus circuit, avec rien dans la voiture et juste 10 litres d'essence, vous n'allez pas pouvoir vous comparer, vous allez être battu. C'est ça l'idée. Le Rafale a cette capacité à tout faire comme mission, mais pour exceller, vous devez lui dire aujourd'hui, tu pars faire de l'RR. Et en dessous, vous le préparez en mode RR. Ou vous lui dites, tu pars faire du air-sol. Mais si tu pars faire du air-sol, c'est une mauvaise idée de vouloir après changer de mission et commencer à vouloir se battre en RR contre des avions qui, eux, arrivent en mode compétition sur circuit, là où vous êtes en mode déménagement. Donc attention à ce concept d'omni-rôle, on parle également de swing rôle, changer plusieurs fois de type de mission en vol, c'est possible, mais face à une menace qui est quasi symétrique en termes de performance, vous risquez de vous faire avoir. Et de vous faire avoir très fort, sans trahir de secret, en source ouverte, on sait que votre vitesse maximum est impactée par ce type de système. Si en face les avions sont en configuration RR, ils vont pouvoir aller quasiment 2 fois plus vite que vous, et donc donner beaucoup plus d'énergie à leurs missiles, et mathématiquement avoir plus de portée que vous. On sait également que des BrahMos ont été utilisés, donc là on est sur du gros système, on est sur du 2-3 tonnes qui est une joint venture, c'est fabriqué entre les Indiens et les Russes. Pourquoi le BrahMos? Ça vient du nom du grand fleuve qui fait près de 3000 km indien et également du Moskva. Le Moskva, c'est 500 km, c'est le fleuve qui passe par Moscou, le fleuve Moscou. Et donc, le BrahMos, c'est une appellation mixte entre ces deux fleuves, indien et russe. On est sur un système qui est opérationnel que depuis quelques années. Et donc, pour résumer, on sait qu'il y a eu des frappes avec du Scalp, avec du BrahMos et avec de la 2SM. Maintenant, on va regarder les différents rounds. Round 1. Round 1. Fight. La conférence de presse nous montre que à Murik, on est où? Vous avez ici la frontière, vous êtes juste là, on est à quelques dizaines de kilomètres de la frontière et vous avez ce camp de terroristes. Alors, attention, et les Indiens sont assez clairs là-dessus. Ils nous expliquent clairement qu'ils sont là pour taper des cibles. Ils avaient un total de 21 cibles possibles. Ils ont voulu minimiser les pertes civiles, ils ont voulu s'assurer que les personnes qu'ils cherchaient étaient en position. Et donc sur les 21 cibles possibles de camp d'entraînement, ils en ont ciblé 9. Ça, c'est la première qu'ils nous présentent. Si vous regardez sur Google, c'est une mosquée. Sur celle-ci, donc à quelques dizaines de kilomètres seulement de la frontière, c'est là où ils ont des images et vous allez pouvoir voir ces images en temps réel. Donc on est juste là, à Parour. Et donc là, ce que l'on va voir, c'est du proche infrarouge et vous allez voir arriver les bombes par le haut. Regardez ces images, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Ce qu'il faut en retenir, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles ne vont pas arriver toutes les 4 ensemble. Il va y avoir des coupures au montage. On voit la première qui arrive toute seule. Après, les fumées vont redescendre et arrivent 2 et 3 dans une salve.
Et arrive plus tard, après une coupure, on ne peut pas estimer le temps, mais on voit qu'il y a un petit peu de fumée, la bombe numéro 4. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Ça nous montre que ce n'est pas un avion qui a tiré les 4 bombes en une seule salve. C'est soit 2 avions qui ont tiré, soit 3 avions qui ont tiré. Ce qui est bizarre quand on sait qu'un Rafale peut emporter 6 A2SM, ou si vous voulez être quand même manœuvrant, 4 A2SM. Donc ces 4 bombes auraient pu être tirées en salve par le même Rafale. Or, il semblerait qu'il y ait eu un délai entre la première bombe, la deuxième et la troisième, et la quatrième, délai qu'on ne peut pas quantifier au vu des informations qui nous sont communiquées par les Indiens. Mais regardez bien ces images, on voit la première, coupure, un certain temps, on voit qu'il y a des fumées, 2-3 en salve, certain temps, quatrième. Alors, au résultat, et ce qu'on voit au résultat, il n'y a rien à dire, c'est effectivement que la frappe a fonctionné. Vous avez avant l'attaque, vous avez après, il nous partage ces images. Il n'y a rien à dire, on a 4 DMPI, les zones précises où ils voulaient taper, ils les ont tapées, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. On voit l'avant, on voit l'après. Les Indiens nous prouvent qu'ils ont une capacité à frapper de manière métrique dans le territoire pakistanais. Maintenant, est-ce que la mission est réussie? Est-ce qu'ils ont tué les bonnes personnes? C'est autre chose. Est-ce qu'ils avaient raison de le faire? C'est autre chose. On est là pour débriefer et voir ce qu'on peut faire dire aux images, aux preuves qui sont apportées d'un côté à l'autre. Par contre, point très important, il faut de l'excellent renseignement pour faire ce type de mission si vous voulez atteindre l'objectif et toucher les bonnes personnes. On a zéro information sur comment ce renseignement a été obtenu par les Indiens de l'autre côté de la frontière. Deuxième zone, on est sur Bawalpur. Nous sommes ici, un petit peu plus loin de la frontière, et là on a une grande zone avec ici une mosquée. Pour vous aider un petit peu à vous orienter, on est donc ici, la frontière qui est là, et quand on zoome un petit peu sur la ville, vous êtes juste là, au nord de la grande route. 150 km de la frontière. Qu'est-ce que l'on voit? Ils vont nous dire de nous focaliser sur ces bâtiments ici, mais on voit que également la mosquée là va être touchée. Par contre, dans le compte-rendu de presse indien, il ne parle pas de frappe sur la mosquée. Néanmoins, des images qu'on a pu récupérer grâce à certains comptes dont un nous montrent clairement que la mosquée a été touchée. Regardons tout ça. Ça, c'est ce qui nous montre avant attaque. Image partagée, avant, les zones qui veulent taper. Après l'attaque, rien à dire. Encore une fois, capacité de ciblage métrique de la part des Indiens. 150 km, ne fait pas vraiment penser à de la 2SM. Là, on va plutôt être sur du scalp ou de la 2SM. Non, c'est peut-être très proche ou en ayant traversé un peu la frontière. Dur à dire. Mais au vu de l'impact, ça ne fait pas trop penser à un Brahmos. Scalp possible, la 2SM possible. Au niveau des impacts, voilà, vous voyez clairement que ça a fait but. Par contre, cette image qui n'est pas partagée par les Indiens, qui est sortie après, on voit clairement ici que les bâtiments sont bien détruits, rien à dire. Et là, la mosquée, dont il n'est pas question lors de la conférence de presse indienne, est également touchée. On voit clairement qu'il y a eu des dégâts. Ça, c'était la fin du premier round. Round 2. Les Indiens nous ont partagé 2 images de retour d'expérience sur un total de 9 cibles qu'ils ont ciblées. On n'a pas d'autres images, en tout cas je ne les ai pas vues passer. Si vous les avez, n'hésitez pas à nous les envoyer, on les débriefera. Le round numéro 2, c'est les Pakistanais qui auraient envoyé 53 drones, 3 seraient passés. Et ce qui est intéressant, c'est que le général indien nous dit que ces 53 drones ont saturé les défenses indiennes. On est quand même sur plusieurs centaines de kilomètres de ligne de front. Et voilà, ils ont des preuves sur certains drones qui ont été détruits. À ce moment-là, les Indiens décident de passer dans la phase 3. Troisième round. Round 3. Fight. Ils ont initialement voulu seulement toucher les terroristes qui étaient hébergés dans leur point de vue par les Pakistanais qui ne bougeaient pas. Ils se sont dit on va aller faire la police nous-mêmes chez les voisins. Derrière, ils sont attaqués par l'armée régulière pakistanaise. Ils décident donc de faire un avertissement. L'avertissement conventionnel, ils vont nous le présenter comme étant dirigé contre des radars sol-air pakistanais, notamment afin de leur montrer qu'ils ont la capacité à cibler, mais également pour gêner les défenses, la conscience de la situation pakistanaise, parce que vous allez voir que ces radars sont très proches de la ligne de front, et donc permettent de bien voir à l'intérieur de l'Inde et probablement assez rapidement les décollages des avions indiens. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'en fait, ils vont nous montrer lors de la conférence de presse du avant-après, et j'achète pas tous les ciblages. On va commencer par Harilwala. On est juste là, vous voyez, on est très très proche, juste en face de la base où il y avait apparemment les rafales et que le rafale a été détruit. La zone est ici. Vous voyez avant, après. Avant, après. Personnellement, je vois pas de grande différence. Donc sur celui-là, je me prononce pas, mais rien ne me prouve que le radar a bien été tapé. On est sur un radar qui a des aériens. Il peut très bien se prendre un missile dans les aériens et ça fait pas beaucoup de marques, mais vous allez vous rendre compte que par rapport aux autres ciblages qu'ils ont fait, ça n'a rien à voir. Donc là, Hari Wafa, personnellement, j'estime que les Indiens ne nous prouvent pas qu'ils ont tapé le radar.
On va sur Passerure, qui est juste là. Vous voyez, on est vraiment très très proche de l'Inde. Et là, même combat, il nous montre avant, après. L'avant-après, moi personnellement, je ne me prononce pas. On est en termes de distance à 60 km de la frontière, donc ça peut être ciblage par-delà de SM, aucun souci, ou par de l'armement spécifique. Si on zoome un petit peu dans la zone, voilà ce que l'on voit. Vous avez ici, avec l'image Google Earth, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous partage cette image comme l'image d'après. Comparé à l'image Google Earth, dans la conférence de presse indienne, l'image labellée après le strike est en fait l'image Google Earth. Alors, si vous ne le savez pas, le patron monde de Google est indien, américain également, mais indien. Peut-être que, voilà, ils ont des liens très proches avec Google, mais blague à part, ça fait pas très crédible. On arrive maintenant sur Chunyon Air Defense Radar. Il est ici, comme je vous ai dit, ça cible tout le long de la frontière. Et là, notre chef du renseignement et de la présentation chez les Indiens, il s'est un petit peu loupé encore une fois. Pourquoi? Eh bien, parce que si vous voulez mon avis personnel, ils ont confondu before et after. Ils nous mettent la zone, très bien. Ils nous mettent before avec ce qui ressemble quand même à un radar destroy. D'ailleurs, ils nous mettent radar destroyed, il y a un petit typo. Hein. Et ensuite, ils nous mettent l'after. Et l'after, c'est l'image Google Earth, encore une fois. On va regarder un petit peu plus en détail. Ça, c'est l'image Google Earth de ce troisième site radar. Quand on zoome avec Google Earth, voilà ce qu'il nous montre. Voilà l'image before. Et la before avec le radar destroyed, elle est effectivement bien détruite. Donc je pense que celui-là est bien détruit, mais que dans la création du PowerPoint, ce qui fait quand même un peu tâche en guerre hybride, eh bien ils se sont trompés entre le before et le after et nous ont rajouté un petit typo. Autant vous dire que autant côté pakistanais, je pense qu'il y en a qui vont prendre de l'avancement pour la préparation de la conférence de presse, autant côté indien, comme dirait Papy fait de la résistance. Il va y avoir de la mutation sur les fronts de l'Est. Peut-être pire. Round 4. Fight. On arrive au round numéro 4. Cela n'a pas suffi à calmer les Pakistanais. On reviendra dans le détail sur les réponses pakistanaises, notamment sur la conférence de presse du général pakistanais qui explique comment avec le JF-17, ils ont détruit du système S-400. On attaque le quatrième round qui est arrivé plus tard, où les Indiens ont montré aux Pakistanais qu'ils avaient capacité à taper n'importe où dans leur territoire des bases militaires. Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils l'ont prouvé au monde? Oui. Est-ce qu'ils ont capitalisé dessus d'un point de vue communication? Non. Est-ce qu'on a des preuves indéniables qui viennent montrer tout ça? Oui. On attaque le débrief. On est sur Ramin Yar Khan. Nous sommes ici. Donc vous voyez, on est dans le sud. Les bases de Rafale, c'était par là. On est plutôt dans le sud. Le Cachemire est là. Qu'est-ce que l'on voit? On voit clairement du avant-après. Rien à dire là-dessus. On a avant-après au niveau de la piste, avant-après au niveau des bâtiments. On a également ces sources qui sont sorties grâce à Maxer, où vous voyez avant-après avec la piste touchée en son milieu. Quel est l'objectif de taper dans le milieu comme ça? Eh bien, c'est gêner. Maintenant, est-ce que vous allez empêcher l'adversaire d'utiliser sa piste pendant longtemps? Non. En l'espace de quelques heures, maximum quelques jours, vous réparez la piste. Surtout que là, on peut rouler sur l'autre côté. Mais l'idée, c'est de montrer qu'ils ont cette capacité à cibler de manière métrique et à faire des dommages, vous allez voir, sur toutes les bases. Je vous rappelle que dans l'armée, généralement, on aime bien la concentration des forces. Donc, vous voulez concentrer votre puissance de feu sur un point particulier. Là, les Indiens, pour des raisons de marketing, en fait, de volonté, de message politique, ont fait l'inverse et ont tiré un petit peu partout, mais avec pas beaucoup d'impact à chaque fois. Deux possibilités, soit c'est volontaire pour éviter l'escalade, c'est ce que leur narratif avance, soit beaucoup de leurs missiles ont été interceptés. Néanmoins, quand on voit la précision des frappes et on voit qu'il n'y a pas d'autre impact, rappelez-vous d'Ukraine, partout dans l'herbe, eh bien, ça nous montre que les Indiens ont cette capacité à faire de l'AI, à faire de la frappe prévue en avance de manière métrique au Pakistan et que le narratif pakistanais autour des soft skills et leur capacité à dégrader la précision des missiles indiens est quand même mise à mal quand on voit qu'ils arrivent à faire but sur des bâtiments de la manière dont on y arriverait en tant que militaires occidentaux. Donc encore une fois, méfiez-vous des personnes qui nous disent ah, les Indiens, ils sont incompétents, ils savent pas faire. Là, clairement, ce qu'ils nous montrent, c'est qu'ils savent cibler de manière métrique des bases militaires pakistanaise. En tant qu'ancien pilote d'attaque au sol et après RR et attaque au sol, je sais reconnaître du travail bien fait. Et là, les Indiens ont bien fait leur travail de ciblage air-sol. Nous sommes maintenant à Sardogan, ici, du côté où on a des bases de JF-17. Et là, pareil, vous voyez que ça a tapé la piste. Pas grand-chose à dire. Ça répare actuellement. C'est propre d'un point de vue professionnel. Et accessoirement, le fait de faire ce genre de ciblage minimise les pertes humaines. Donc, il y aurait eu quand même des morts côté pakistanais lors de certaines frappes. Mais en venant taper ça, vous minimisez le risque de tuer du personnel dans le camp adverse. Et ça a quand même tendance à éviter que ça parte trop en escalade.
Là, vous avez Mousfa, vous voyez, au niveau de la piste. On va maintenant du côté de Bollari. Bollari Airfield, vous êtes dans le sud du pays. Vous êtes ici. Vous voyez, on est quand même assez loin du Cachemire, là. Donc, il y a vraiment cette capacité à taper partout. Et là, qu'est-ce qui a été ciblé? Ce bâtiment. Donc là, ils le vendent comme hangar à avion. Gros avantage d'avoir des hangars à avion, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, on ne sait pas vraiment l'étendue des impacts. Quand vous cachez tous vos avions à l'intérieur, c'est quand même mieux d'un point de vue renseignement. C'était une leçon, par exemple, pour les Russes. Sur cette base de Bollari, maintenant, on voit clairement ces images. Très grosse frappe. Donc là, ce serait, je pense, du Brahmos, vu la taille de la frappe, ou alors peut-être du Scalp, mais je serais pas étonné qu'on soit sur du Brahmos ici. Ça a quand même l'air d'être assez fort. Le Brahmos, on peut être sur du 300 kg de charge militaire. Ensuite, toujours cette zone. Maintenant, on est sur Sucur. Sucur, vous êtes ici, site radar, toujours un petit peu dans le sud du pays. Et là, on voit clairement l'aplatissement du hangar. Donc, on a l'avant-après. On a ces belles images qui sont sorties en source ouverte. Regardez ça un peu, complètement aplati. Il n'y a rien à dire. On voit qu'il y a eu l'effet de souffle qui est parti des deux côtés. Je vois pas vraiment le point où c'est rentré. Donc, c'est intéressant de savoir exactement par où c'est rentré. Mais là, il n'y a rien à dire. Le hangar complètement détruit. Maintenant, on est du côté de Jacoba. Jacoba, toujours dans le sud par ici. Ils ont tapé un hangar. Pareil, avant, après. Rien à dire. Le kill est legit, il est prouvé. Grande différence avec ce qu'on a pu voir côté pakistanais, par exemple sur la partie RR. Maintenant, attention, c'est beaucoup plus facile de prouver du kill air-sol que de prouver du kill RR, surtout à longue portée. D'ailleurs, les Indiens ont dit qu'ils avaient abattu du JF-17. À l'heure actuelle, on a zéro preuve sur des pertes pakistanaises faites par les Indiens en RR. Ok, maintenant on est sur Noor Khan. Alors là, c'est pas n'importe quoi, c'est la grande base. C'est l'équivalent en fait du grand hub de transport de l'armée pakistanaise et c'est également là où ils ont bien leur école de l'air. Donc là, vous n'êtes pas n'importe où, vous êtes du côté d'Islamabad, vous êtes en pleine ville et c'est ici qu'ils ont tapé, au milieu de la ville. Vous voyez que c'est le hub vraiment de transport de l'armée pakistanaise. Ils sont venus cibler ici. Là, on voit bien avec le travail qui a été fait par certains sites d'Ozint que le bâtiment a été clairement détruit, soufflé. Et avant, après, c'est extrêmement clair. Donc, on est vraiment, vu la taille de la base, vu les différents bâtiments qu'on peut cibler, sur du ciblage qui a vocation à montrer à l'adversaire qu'on peut l'atteindre, mais qui n'a pas vocation à lui faire trop mal. Donc, il n'y a pas vraiment d'effet opérationnel derrière, il y a plutôt un effet marketing / politique. D'ailleurs, c'est intéressant de le noter, je pense, si vous regardez en termes de tactique, la France, on dispose de la SMPA et c'est l'ultime avertissement avant une grosse frappe nucléaire de nos sous-marins lanceurs d'engins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a différents rounds, il y a une gradation et derrière, ça a désescaladé, notamment grâce à la médiation des Américains. Je vous rappelle que les deux pays sont dotés. En définitive, ce que l'on peut dire, c'est que cet ancien chef d'escadron de Sukhoi 30 SM fait une prise de parole qui était beaucoup moins maîtrisée que son homologue pakistanais et que pour le grand public, l'impact de cette conférence de presse, qui pourtant montre les preuves du bombardement sur le territoire pakistanais et sur la plupart de ses bases, n'a pas du tout eu le même relais médiatique et émotionnel. Je voudrais quand même revenir juste sur un point important. Comme vous le savez, on a la frontière. Et au niveau de cette frontière, de l'autre côté, on avait des chasseurs pakistanais. Côté indien, ils ont probablement envoyé des chasseurs qu'on appelle des sweeps. Les sweeps ont pour vocation à balayer devant eux, à faire en sorte que la chasse adverse se pousse ou ne puisse pénétrer ou ne puisse gêner au niveau du point de tir des strikers. Les strikers, qu'est-ce que c'est? Ce sont les avions qui sont normalement chargés de bombes. Donc pour faire très simple dans ce genre de grande manip, d'après les Pakistanais, il y a eu jusqu'à 74 avions indiens en l'air avec des décollages après. On s'attend à ce qu'il y avait une partie en sweep, comprendre en RR, et une partie dont le rôle était air-sol. Maintenant, les Indiens n'ont pas énormément de rafales. On sait qu'ils en ont 36, et d'après certaines sources, ils en ont envoyé 14 en vol lors de cette mission. On a du mal à savoir exactement le nombre de munitions qui ont été tirées à l'heure actuelle sur les différents cibles terroristes, sur la phase 1. Ce qu'il va falloir voir dans les prochaines semaines, c'est quels avions étaient en RR, quels avions étaient en air-sol, est-ce que les Indiens ont bien séparé les rôles RR et air-sol, ou est-ce que les Indiens se sont dit que les air-sol Rafale, comme c'est le meilleur avion, une fois qu'ils avaient tiré, faisaient ce qu'on appelle de la swing, donc après avoir fait l'air-sol, devenaient RR. Ce qui vous mettrait des Rafales lourds et gênés par leur système air-sol en RR face à des avions spécialement mis en l'air pour faire de l'RR, donc forcément un combat qui n'est pas à l'avantage du Rafale. L'autre point qui surprend quand même, c'est qu'on attendrait des strikers qu'ils arrivent à basse altitude,
qu'ils tirent leurs missiles, Scalp ou BrahMos, ou alors qu'ils montent pour tirer et après qu'ils redescendent, et donc normalement ils ne doivent jamais être exposés à une capacité de tir adverse. Mais à l'heure actuelle, nous ne savons pas quels Rafale, quels MiG, quels Sukhoi indiens ont été abattus. Et quand je dis lesquels, c'est quelle mission. Est-ce qu'il s'agissait des Strikers ou est-ce qu'il s'agissait de Sweepers, donc d'avions en RR, ou alors de Swing, donc de Strikers à qui on a demandé de changer de mission. Pourquoi c'est important? C'est important parce que ça nous permettrait de beaucoup mieux comprendre la philosophie du combat qui a eu lieu. Si c'est les Strikers qui ont été touchés, clairement, il y a grosse erreur dans la planification / tactique, dans ce qu'on appelle les go-no-go, les décisions d'aller au point de tir ou pas de la part des Indiens. Mais à l'heure actuelle, on n'a absolument rien qui nous prouve que ce soit des Strikers qui ont été touchés. Si par contre on est sur de la sweep ou sur de la swing, donc sur les avions qui faisaient de l'RR, là ça va devenir très intéressant d'essayer de comprendre l'heure à laquelle ils se sont fait abattre. Pourquoi? Pour une raison très simple. Quel était l'objectif des Indiens? D'après ce qu'ils nous annoncent, c'était de venir taper de l'autre côté de la frontière. Donc normalement, ce qui a été briefé, c'est on décolle avec nos avions accompagnateurs, nos avions tireurs, on accompagne sur le point de tir, ça tire et ça fait demi-tour, ça rentre à la maison, on débriefe, fin de l'affaire. Or, il semblerait que les Indiens étaient calés en mode on va attaquer les camps terroristes. Et on ne se bat pas du tout contre les Pakistanais. Et ils auraient été surpris par la réponse pakistanaise qui était massive, plus de 42 chasseurs en l'air. Et là, il est possible qu'en vol, ils se soient dit « nouvelle mission ». À partir de maintenant, nous allons improviser une nouvelle mission. Or, comme on le sait au combat, changer de mission en vol peut être problématique. Pourquoi? Parce que si initialement le plan était on va au point de tir, on rentre, et qu'après, derrière en vol, l'état-major a dit « Ouh là là, attendez, en fait, on a un assaut de la part des Pakistanais en cours, il faut que l'on protège notre frontière », et bien là, vous avez changement de mission en vol, et toute la partie combat aérien n'a pas eu lieu pour protéger le strike et permettre ses frappes, mais a eu lieu pour protéger l'espace aérien indien. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que quand vous êtes dans votre avion, quand vous êtes au centre d'état-major, vous voyez décoller 40 avions pakistanais. Est-ce que vous connaissez leur mission? Absolument pas. Donc vous n'avez aucun moyen de savoir si ces 42 avions, ils vont faire demi-tour de leur côté de la frontière ou ils vont continuer et venir attaquer votre base. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que là on est plusieurs jours après. Mais mettez-vous à la place des décideurs, mettez-vous à la place des pilotes. Vous êtes en l'air, vous allez sur votre point de tir, vous tirez et là on vous annonce il y a 42 avions ennemis en rapprochement. Est-ce que vous rentrez, vous posez à votre base, sachant qu'au moment où vous posez, elle va peut-être être sous les bombes? Donc, le plus dur au combat, c'est l'incertitude. À l'heure actuelle, on sait que les Pakistanais ont fait demi-tour, n'ont pas traversé la frontière. Mais les Indiens, en l'air, à ce moment-là, tactiquement, avec leur conscience de la situation, n'avaient aucun moyen de le savoir. Tout comme les Pakistanais, initialement, avaient aucun moyen de savoir que les Indiens n'allaient pas rentrer et n'allaient pas taper leurs installations. Et c'est là où c'est important de ne pas avoir de biais, le biais de croire que les décideurs au moment T connaissent le résultat. C'est comme quand vous regardez la Première, Seconde Guerre mondiale ou n'importe quelle bataille, vous connaissez déjà le résultat, vous connaissez déjà le vainqueur. Quand vous êtes dans l'avion, de nuit, avec 120 avions autour de vous, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que quand on étudie ce genre de situation, quand on étudie la sécurité aérienne, vous savez que c'est ce qu'on fait chez Débrief, on fait des livres sur le sujet, des formations sur le sujet, il est important d'accepter, de mettre ses biais de côté, se mettre à la place des opérationnels et se dire « je suis le sweep, mon rôle était de permettre au striker de tirer, il a tiré, on a vu que les résultats ont été faits, et derrière on m'annonce il y a 40 avions ennemis qui arrivent. Qu'est-ce que je fais? C'était pas prévu. Et ce qui nous amène aussi à comprendre que c'était pas forcément prévu, mais anticipé d'une certaine manière, c'est le décollage des 14 avions supplémentaires de la part des Indiens, dont les Pakistanais nous ont fait part lors de la conférence de presse. Donc il est possible que les Indiens avaient un plan initial, qu'ils avaient un plan backup avec des avions en réserve, et que l'attrition qui a eu lieu plus tard, on ne sait pas encore à cause de quoi et à cause de quel missile, a eu lieu non pas dans la phase de tir, on a vu qu'il y a eu des résultats qui ont bien réussi, mais dans une phase derrière, un peu de flou, où les deux nations se sont dit « il ne faut pas qu'ils rentrent chez moi, il faut que je maintienne la souveraineté de mon espace aérien », mais les Pakistanais à ce moment-là avaient un objectif caché, à savoir abattre du Rafale, ils nous l'ont dit en conférence de presse. Et là où les Indiens apparemment avaient l'initiative dans un premier temps, ils l'ont perdu dans un second temps.
J'espère que cette vidéo vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Nous reviendrons sur le strike avec le JF-17 contre le système S400 en Inde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous souhaitez qu'on vole ensemble, venez faire un tour sur Débrief et voler avec nous. On vous propose des petits stages pour voler au-dessus du bassin d'Arcachon. Et sinon, à bientôt en entreprise ou en webinaire pour des formations leadership, management ou, très important, culture de la sécurité. Car avant tout, ce qui fait un bon commandant de bord, c'est son état d'esprit. Allez. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas ce petit passage de Fight qui est le Top Gun de Bollywood. L'entraînement, c'est la clé. Il va y avoir des choses à débriefer d'un côté comme de l'autre. Et chez nous également, car on ne vit pas assez longtemps pour faire toutes les erreurs nous-mêmes. C'est important de profiter de celles des autres. Fly safe. तीन चीजें हमें बेटर एयर वॉरियर्स बनाएंगी प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस